Bienvenue à votre émission Santé pour tous. Heureuse de vous retrouver pour ce numéro qui sera consacré au sevrage tabagique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 3,5 millions d'hectares de terre sont détruits dans le monde chaque année pour y cultiver du tabac, contribuant ainsi à la déforestation. En dehors des conséquences environnementales, l'OMS rappelle que le tabagisme est la deuxième cause de décès dans le monde, avec plus de 8 millions de morts par an, dont plus d'1,5 million sont des non-fumeurs. Le nombre de victimes dues au tabac pourrait atteindre 10 millions d'ici à 2030 dans le monde, dont plus de 80% dans les pays à revenus faibles ou moyens comme le Burkina Faso, si rien n'est fait. Chaque année, au Burkina Faso, selon Tobacco Atlas 2017, le tabac tue 4800 personnes. Et parmi ces décès, on dénomme 1300 non-fumeurs, victimes collatérales du tabagisme passif. Face à toutes ces conséquences, on se dit, et si les fumeurs arrêtaient de fumer? Peut-être facile à dire, mais comment y arriver si l'habitude s'est déjà installée? Dans ce numéro de Santé pour tous, il s'agira d'échanger essentiellement sur le sevrage tabagique. En outre, il sera question de la journée sans tabac au cours de cette émission Santé pour tous. Des causes du tabagisme seront également abordées, sans oublier les conséquences. Dans ce numéro, toujours également, nous allons parler du centre de sevrage tabagique. Et pour aborder le sujet, nous recevons le professeur Ouedraogo Georges. Bienvenue, professeur. Merci à vous pour votre invitation. Je rappelle que le professeur Georges Ouedraogo est pneumologue, tabacologue, précisément au service de pneumologie du CHU Yalgado Ouedraogo. Il est également le coordonnateur de l'unité de sevrage tabagique. Sans plus tarder, nous allons pour la rubrique consacrée à l'entretien de notre émission Santé pour tous. Avant d'en arriver au vif du sujet, professeur, qu'est-ce que le sevrage? Le sevrage, c'est connu d'ailleurs pour les bébés. On le sait, quand un bébé doit cesser de bénéficier de l'allaitement maternel, le sevrage, c'est vraiment comment couper le cordon ombilical, je dirais, entre un individu et une substance. Et pour ce qui concerne le tabac, c'est comment arrêter la consommation de tabac et maintenir donc sa décision de ne plus en consommer. Qu'est-ce que le tabac? C'est une feuille, c'est une plante? C'est une plante avec des fleurs à tons différents. C'est tantôt rosé, c'est tantôt jaune. C'est une plante qui est jolie du reste, si on pouvait l'utiliser que pour les jardins. Malheureusement, on prend les feuilles, on sèche les feuilles et on les transforme pour consommer. Et je crois que c'est là que le problème commence, parce que certainement c'est une plante qui pouvait embellir les jardins, mais à partir du moment où on utilise les feuilles, voilà, nous sommes donc dans ce problème-là qui entraîne le nombre de décès que vous avez mentionné. Et le lien entre le tabac et la nicotine? Il faut dire que la nicotine fait partie des substances qui sont contenues dans le tabac. Si vous prenez la cigarette, par exemple, il y a plus de 7000 composants dans la cigarette et la nicotine fait partie. Grosso modo, pour nos téléspectateurs, il y a 4 groupes essentiellement de substances. Il y a la nicotine qui est une substance psychoactive et qui va créer malheureusement la dépendance pour ceux qui consomment le tabac. Il y a aussi le monoxyde de carbone, c'est le deuxième groupe, qui va aller en compétition avec l'oxygène au niveau de l'hémoglobine, ce qui fait qu'il va manquer de l'oxygène dans l'organisme, je résume comme ça. Le troisième groupe, c'est les irritants qui vont favoriser la survenue des cancers au niveau de l'organisme. Et le quatrième groupe, grosso modo, ce sont les goudrons. Je dis toujours, les gens marchent, militent pour qu'on bitume la route qui mène à leur village.
Et quand c'est bien bitumé, ils mettent des gendarmes couchés pour ralentir. Mais certains ont décidé de bitumer leur voie respiratoire. Donc les microbes peuvent circuler librement, sans gendarmes couchés, et entraîner donc toutes ces maladies qu'on peut avoir tant au niveau de l'appareil respiratoire que le reste de l'organisme. Est-ce que la nicotine, c'est de la drogue? C'est la drogue, puisque ça entraîne la dépendance. Le problème de la dépendance, c'est que on a cette compulsion à consommer un produit et malheureusement, le fait même de connaître les effets néfastes ne freine pas la compulsion, ne freine pas l'envie, le besoin de consommer. Et en plus de ça, il y a le phénomène de tolérance. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir les mêmes effets avec le temps, il faut augmenter les doses. C'est pour ça que certains commencent par une cigarette pour aboutir à 20 cigarettes par jour, par exemple. Et quelles sont les maladies qui peuvent donc déboucher sur la consommation du tabac? Aucun organe n'est épargné par la consommation du tabac. Aucun organe. On parlait tantôt de la nicotine. Dès que vous tirez une bouffée de cigarette, en 7 secondes, la nicotine atteint le cerveau déjà et commence à agir. Je dis toujours aux gens, observez, quand vous voyagez avec quelqu'un en avion, vous faites 5 heures de vol, on ne fume pas dans l'avion, et dès qu'on descend à la sortie, au parking, vous allez voir la personne qui est pressée de prendre sa cigarette, de mettre dans la bouche et de tirer sur la cigarette. Et quand vous regardez son visage s'illumine comme ça, parce que très vite, il y a cette récompense-là qui est tirée de cette consommation. Donc, il y a la nicotine qui va créer la dépendance et la nicotine aussi qui va favoriser avec les autres constituants la survenue de différentes maladies. Commençons par l'appareil respiratoire, comme je suis pneumologue. Et il y a déjà le cancer bronchopulmonaire qui peut survenir, malheureusement assez fréquent. Rien qu'il y a 2 semaines, j'ai dû prendre en charge au moins 2 personnes qui souffrent de cancer bronchopulmonaire. Il y a plus fréquemment aussi ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui comprend la bronchite chronique. C'est des patients qui toussent depuis au moins 2 ans avec des toux qui durent pendant 3 mois et des toux donc qui entraînent une expectoration, des sécrétions qui rejettent. Et le problème de la bronchite chronique et de l'emphysème qui constitue les bronchopneumopathies chroniques obstructives, c'est son évolution inexorable vers l'insuffisance respiratoire chronique et vers un handicap respiratoire qui va malheureusement entraîner la mort. Ça, c'est au niveau déjà respiratoire. Mais si je prends au niveau cardiovasculaire, ça explose. On a cette insuffisance coronarienne qu'on va avoir chez certaines personnes. Au niveau du cœur. Au niveau du cœur, puisque les vaisseaux sanguins vont être bouchés. Bouchés par la nicotine? Pas par la nicotine, parce que le problème du tabac, le fait de consommer du tabac, ça entraîne une vasoconstriction. Les vaisseaux vont se contracter. Ça se rétrécit. Ça se rétrécit. Et malheureusement, ça favorise le dépôt de plaques de graisse, d'athérome. Et ces plaques de graisse-là peuvent se mobiliser et puis aller entraîner des embolies pulmonaires, par exemple, des accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, l'artéropathie oblitérante des membres inférieurs, parce que c'est des gens qui marchent et qui sont obligés de marcher en chapelet, on dit, parce qu'ils marchent, s'arrêtent, puis ensuite reprennent leur marche. Et chez les hommes, il y a le dysfonctionnement érectile qui est là, parce que l'érection chez l'homme, c'est une question de vaisseaux sanguins aussi. Donc si les vaisseaux sanguins sont bouchés, il y a une déficience au niveau de l'érection. Et cela va même plus loin chez les femmes qui fument, puisque il y aura... Les femmes enceintes. Même pas enceintes, les femmes qui fument vont être stériles parce qu'il n'y a pas la possibilité de concevoir. Au niveau du col de l'utérus, il y a un mucus qui est plus épais et qui empêche le passage des spermatozoïdes pour aller rencontrer l'ovule. Et même si les spermatozoïdes arrivent à aller rencontrer l'ovule, malheureusement, la nidation ne se fait pas, le nid ne se fait pas pour accueillir l'œuf au niveau de l'utérus. Donc, c'est des femmes qui ont fait des avortements à répétition, qui vont avoir des enfants de faible poids de naissance ou un retard de croissance intra-utérin de leur enfant, ou bien des enfants morts-nés. Et il y a d'autres causes, d'autres organes qui sont touchés, cancer de la bouche, de la langue, de la gorge, du pancréas, il y a des ulcères gastro-duodénales, il y a la polyglobulie aussi qui existe, le nombre de globules rouges qui est élevé, parce que justement, il y a le monoxyde de carbone
qui fait croire à l'organisme qu'il n'y a pas beaucoup de globules rouges, l'organisme va en produire au-delà. Donc, il y a une multitude de maladies et habituellement, quand nous dispensons le cours sur poumons et tabac, nous nous limitons à 23 maladies juste pour pouvoir expliquer aux étudiants et aux élèves, mais tout l'organisme est touché. Il y a le vieillissement précoce de la peau avec des rides qui sont là. Donc, il n'y a que des dégâts, je dirais, dans la consommation du tabac. Il n'y a aucun bienfait, en réalité, qu'on retire dans la consommation du tabac. Et qu'est-ce qui peut amener donc les gens à fumer à tel point d'éprouver des difficultés pour arrêter? Les philosophes et psychologues nous donnent souvent de ces phrases. Il y a un qui nous dit qu'on ne rentre jamais en addiction sans plaisir. Il y a certainement un plaisir qu'on en tire en quelque sorte. Mais comprenons-nous bien, la consommation du tabac, c'est un phénomène qui prend en compte un produit, c'est le tabac, nous concernant ici, et puis il y a un individu qui est là, et un environnement. Alors les trois sont là, et l'individu goûte au tabac, et peut-être parce que l'environnement s'y prête, on est avec des camarades qui fument, on a des parents qui fument, on veut faire comme les autres, par mimétisme, on va continuer donc la consommation. Donc on commence par juste une petite habitude, et malheureusement cette habitude fait tomber dans la servitude. C'est souvent pour tirer un bienfait qu'on accorde, il y en a qui trouvent que ça les détend, il y en a qui trouvent que ça les booste à faire quelque chose, mais effectivement, les substances contenues dans le tabac peuvent perturber ses perceptions au niveau donc de l'individu, et donc il y en a qui prennent ça comme un bienfait, alors qu'avec le temps, ce bienfait se transforme en mal, et souvent en mal incurable. Parlant donc de la dépendance, de l'addiction, c'est à quel moment qu'on peut parler d'addiction? Ou bien dès qu'on commence par fumer la première cigarette, on est déjà dans la dépendance? Ce qui est merveilleux avec l'être humain, c'est que chacun de nous est différent. Donc certains peuvent être dépendants rien que pour une cigarette, simplement. Mais la dépendance, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est cette compulsion qu'on a dès qu'on ne peut plus, dès qu'on n'a plus le produit. On a cette compulsion, ce désir d'aller vers le produit et d'en consommer davantage. Et le fait de ne pas en consommer crée un malaise dans notre organisme. Il y a ce manque-là. Donc ça veut dire qu'on est devenu dépendant. C'est pour ça qu'on est dépendant pour beaucoup de choses. On en parlait tantôt, c'est le tabac, c'est des boissons, par exemple, c'est le chocolat, c'est le sucre, il y a l'alcool et les autres drogues qu'on a, le cannabis et autres. Donc tout cela crée donc cette dépendance-là qui lie la personne avec le produit qui en devient vraiment esclave. C'est à quel moment que les gens viennent vers vous, les fumeurs? Nous sommes en extramuros. Nous sommes en dehors de l'hôpital Yalgado, donc l'accès est libre. Il y en a qui viennent d'eux-mêmes parce qu'ils commencent à sentir que ça ne va pas, ils sont dépendants, il faut arrêter cette substance. D'autres sont accompagnés par leur entourage, leur mari ou leur femme, ou bien un enfant. La famille. Qui vient, il y a même des enfants qui accompagnent leur papa. Donc parce que ça les met mal à l'aise. Ça les met mal à l'aise. Je raconte toujours cet enfant de classe de 3e qui a poussé son papa à venir parce que son papa lui a dit « Si tu es premier, je te donnerai ce que tu veux ». Et puis bon, le papa croyait qu'il allait demander une tablette ou une nouvelle moto. Et effectivement, il a été le premier, il a eu son BPC, et son papa lui a dit, dis-moi mon fils, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et le fils a dit, on finit de manger papa, et puis je vais vous dire. Ils finissent de manger, et comme il y avait tout le monde à table, le fils dit, papa, est-ce qu'on peut sortir faire les 100 pas? Ils sont sortis, ils ont marché, et puis le papa était pressé parce qu'il s'était apprêté pour la tablette ou la moto, et dis-moi fils, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et le fils a regardé son papa droit dans les yeux. S'il te plaît papa, si tu peux arrêter de fumer, ce serait le meilleur cadeau. Oui. Alors là il a été estomaqué totalement parce qu'il ne s'attendait pas du tout. C'était donc l'après-midi. Il est venu directement, juste à l'heure de descendre d'ailleurs,
il est tombé sur moi à l'unité, il me dit, faites quelque chose pour moi. Je me suis rendu compte que mon fils est plus conscient et plus consciencieux sur mon bien-être que moi-même. Donc, il y a des gens qui viennent poussés par leur environnement, leur entourage familial. D'autres sont envoyés aussi par leurs médecins. Ils sont peu nombreux, 5% grosso modo, qui viennent envoyés par leurs médecins parce qu'ils présentent déjà des maladies liées à la consommation du tabac. Du tabac. Quels sont les types de sevrage tabagique qui existent? Il y a des sevrages, j'allais dire spontanés, qui n'ont pas besoin d'accompagnement. Il y a certaines personnes qui arrivent à arrêter du coup, sans accompagnement. Les études ont montré que grosso modo 5% arrivent à cela, à être sevrés sans accompagnement. D'autres, les 95%, ont besoin d'accompagnement. Et on peut être sevré sans médicaments. Simplement, c'est possible sans accompagnement également. Sans accompagnement, c'est les 5%. Ça arrive. Oui, il y en a qui arrivent à arrêter sans accompagnement. Ils décident tout seuls. J'en ai connu. Mais est-ce qu'ils n'ont pas des difficultés? Ils ont quelques difficultés qu'ils arrivent à gérer. C'est ceux qui n'arrivent pas à gérer qui viennent nous voir pour dire « Ah, j'ai arrêté tout seul. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, mais je sens que j'ai toujours envie. Donc, il faut qu'on les accompagne. » Et on peut les accompagner avec ce que nous appelons l'entretien motivationnel, l'entretien psychologique si vous voulez. Nous discutons avec les personnes et nous voyons comment les aider à avoir des comportements et des attitudes qui vont leur permettre de tenir ferme dans leurs décisions d'arrêt. D'autres sont dépendants, parce que dès que vous êtes vraiment dépendant, puisqu'on évalue votre dépendance, on évalue votre degré de motivation aussi. Et pour tous ceux qui sont déjà dépendants, il faut qu'on les délivre de la dépendance. Et donc, il y a certains qui ont besoin de médicaments aussi pour être aidés. Et il y en a qui arrivent à donc bénéficier des médicaments et à réussir leur arrêt. Est-ce qu'il est possible d'arrêter la consommation du tabac à tout âge? Il n'est jamais tard d'arrêter. Et au fond, les gens ont peur qu'il y ait une réaction anormale de l'organisme. Mais non, il est bon d'arrêter à tout moment. Il n'y a pas d'âge. Vous pouvez décider, même si vous avez fumé depuis 100 ans, vous pouvez arrêter. Simplement, il nous faut entourer cet arrêt et vous-même entourer cet arrêt pour dépister les signes qui peuvent apparaître et comment gérer donc ces signes. Quelle peut être la durée donc d'un sevrage? Dans la littérature, il est recommandé de suivre quelqu'un pendant 12 mois. C'est-à-dire à partir de sa date d'arrêt, on suit jusqu'à 12 mois. S'il n'a pas du tout consommé, on peut dire qu'il est vraiment délivré. C'est un ancien fumeur. Donc, grosso modo, c'est cette échelle-là que nous essayons d'atteindre à chaque fois. Mais nous avons vu que quelques-uns sont sevrés en 2 semaines. En 2 semaines, ils arrivent à arrêter et ils continuent. D'autres, on est obligé d'attendre un mois. Et puis, la personne qui a plus duré avec nous, on l'a suivi pendant 1 an. Et c'est après 1 an que cette personne a pu arrêter sa consommation. Il fallait encore la suivre pendant 12 mois encore. Parce qu'elle avait récidivé? Non. Il y a le phénomène d'attachement qui existe chez certaines personnes. Il y a un lien affectif qu'il y a entre les substances qu'on consomme et puis le consommateur. Et se débarrasser, et cette séparation est assez douloureuse pour certains sur le plan psychologique. Et cette personne était dépendante à une seule cigarette. Donc pendant 1 an, elle fumait une cigarette par jour, mais on n'arrivait pas à arrêter cette cigarette. Mais est-ce qu'une cigarette par jour, ça peut avoir des conséquences par rapport à quelqu'un qui fume un paquet par jour? Nous sommes différents les uns des autres et on n'a pas la même susceptibilité. Pour certains, une cigarette par jour peut créer plus de dégâts que prendre, je ne sais pas moi, 20 cigarettes par jour. Les organismes ne réagissent pas. Oui, prenez l'alcool, par exemple. Si vous prenez la bière, il y en a qui vont prendre un verre de bière, ils sont déjà en état d'ébriété, alors que d'autres, pour avoir cet état, il faut avoir tout un casier de bière. On n'est pas les mêmes et on ne réagit pas de la même manière devant la même substance. Quel est le coût? Parce qu'il y en a qui disent, je veux bien arrêter de fumer, mais ça a un coût. Le sevrage, ça coûte cher. Si on veut vivre
Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour vivre, au fond? Ouais. Payer pour bien vivre, on ne peut pas dire que ça coûte cher. Mais là où ça coûte cher, c'est payer pour anticiper son décès, puisque les gens qui fument vont perdre au moins 6 années de vie chez les hommes et ou, grosso modo 9 années de vie chez les femmes, en espérance de vie en quelque sorte. Donc ils paient même pour mourir plus précocement. Sinon le sevrage n'est pas si cher que ça. Je vous ai dit, certaines personnes peuvent réussir à arrêter spontanément sans accompagnement. D'autres, on peut les accompagner sans médicaments. Donc, il n'y a rien à prendre. C'est des attitudes, des comportements à avoir devant le produit. Quand l'envie vient, quand le besoin vient, comment freiner ce besoin? Comment freiner ce désir? Je prends toujours l'exemple. Je dis, si vous aimez la viande, surtout les poulets au Burkina, à Ouagadougou, vous pouvez aimer le poulet. Vous passez, vous voyez des bons poulets. Vous avez envie. Mais est-ce que vous succombez à cette envie-là? Ils me disent non, parce qu'il faut avoir l'argent pour acheter. Donc, vous pouvez résister devant une envie d'un produit comme le poulet, par exemple. Et on peut cultiver, on peut développer cette attitude d'évitement, cette habitude de résistance face au produit. Et donc, ça ne va pas coûter. Les substituts nicotiniques, oui, ça, il faut payer. Mais quand on met sur la balance le gain de vie qu'on aura, je crois qu'on ne peut pas dire que c'est cher, même si, en réalité, à l'officine, avoir accès, c'est cher. Mais au Burkina, les substituts sont inscrits dans la liste nationale des médicaments essentiels. Donc, d'ici là, nous espérons que dans les mois à venir, s'il y a des laboratoires qui viennent demander l'autorisation de mise sur le marché, le prix va baisser, je crois, d'environ 65% au prix actuel. Donc, franchement, ce sera accessible pour tout le monde. Concrètement, pour le sevrage, comment ça se passe? Quelles sont les différentes étapes? Quand vous venez pour le sevrage, nous vous donnons des informations générales. Et puis ensuite, on ouvre un dossier où l'infirmier va prendre vos coordonnées, enfin vos données, votre poids, votre taille, l'indice de masse corporelle, la température. Et puis on va vous examiner pour voir s'il n'y a pas déjà une maladie liée à la consommation du tabac. On va évaluer votre motivation, comme je disais tantôt. La motivation, c'est quoi chez le fumeur qui fumeur, désire arrêter? C'est la volonté forte que le fumeur a comme moteur qui peut l'aider à entretenir sa décision d'arrêt. C'est déjà un bon départ, la motivation? Vous savez, sous la Révolution, on disait qu'on ne motive un homme que sur la base de ses intérêts. Donc, c'est très important, la motivation. Sans motivation, on ne peut rien faire. Si quelqu'un n'est pas motivé pour faire quelque chose, il va toujours bâcler. Et c'est bon d'évaluer la motivation, de faire croître cette motivation et maintenant aider la personne dans l'arrêt. Donc, on évalue la motivation, comme je disais. On évalue aussi le degré de dépendance. Et puis, on essaie de voir s'il n'y a pas d'autres pathologies parallèles. C'est l'anxiété et la dépression que nous recherchons systématiquement, qui peuvent venir perturber l'observance. Et puis, dès que tout cela est OK, nous proposons, en fonction du degré de dépendance, de la motivation et de la date d'arrêt décidée par le patient, la stratégie d'accompagnement pour son sevrage tabagique. Et quelles sont ces stratégies-là? Vous mettez des médicaments, vous parlez avec eux, comment ça se passe? En fonction de la dépendance, on va donner des médicaments, mais on va aussi multiplier les contacts. Et ces médicaments sont sous la charge du fumeur ou bien il y a des médicaments qui sont peut-être gratuits à votre niveau? Pour l'instant, il n'y a pas de médicaments gratuits, donc c'est le fumeur qui va acquérir ces médicaments et nous essayons de fixer une fréquence de rendez-vous en fonction de la personne, parce que la différence pour le sevrage tabagique, dans la prise en charge, c'est que c'est personnalisé, c'est individualisé, chacun est différent. Donc, vous allez fixer les rendez-vous en fonction de sa motivation, et soit une semaine avant l'arrêt, la veille de l'arrêt, puis la semaine qui suit l'arrêt, on organise tout cela, et à chaque fois, nous faisons un entretien
pour évaluer les ressentis du patient, ses craintes et qu'est-ce qu'il a comme inquiétude particulière. Et puis, nous évaluons encore la dépendance et la motivation et nous prescrivons donc le nécessaire à chaque fois. Donc, on multiplie les contacts pour justement avoir l'entretien motivationnel renouvelé et vérifier le degré de motivation et la décision vraiment de tenir ferme. Et on stimule tout cela. Hein. Et donc, ça varie suivant les personnes. Pour le paludisme, c'est simple. On va donner un traitement à 3 jours, allez-y. Mais ici, nous sommes obligés de nous adapter à la personne. Cas par cas, voilà, au cas par cas. Et on essaie d'aboutir au résultat. C'est assez difficile, mais c'est quand même merveilleux et récompensant, j'ai envie de dire, pour les agents de santé. Pendant le sevrage, qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les difficultés donc, auxquelles vous pouvez donc vous faire face? Les difficultés qu'on rencontre, c'est surtout chez les patients, soit dépressifs ou anxieux, qui se découragent très très vite et qui ne veulent plus continuer et qui trouvent que c'est mieux de rester dans leur consommation parce que vraiment ils se sentent plus à l'aise. Et c'est eux souvent qui nous donnent quelques difficultés, d'où la proximité que nous avons avec le service de psychiatrie pour prendre en charge ces personnes. En tout cas, ceux qui ont surtout des troubles mentaux associés, c'est assez difficile la prise en charge. Sinon, il n'y a pas à proprement parler de complications comme ça dans le sevrage tabagique, parce que si tout est bien compris, nous arrivons à tout cerner et à aboutir donc au résultat de la délivrance de la consommation du tabac. Est-ce que vous avez donc des cas, des exemples de sevrage tabagique qui se sont compliqués pendant la prise en charge? Oui, il y a des cas où nous n'avons pas réussi le sevrage complet parce que, comme je vous le disais tantôt, ils ont développé un tableau de troubles psychiatriques. Donc, on a référé ces patients en psychiatrie pour qu'on puisse les prendre en charge. Ce qui est complexe, c'est que souvent, il y a des facteurs liés déjà à la famille. Et c'est difficile. Surtout chez les adolescents, nous avons rencontré quelques adolescents parce que le milieu familial n'est pas propice à la réussite du sevrage. Il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement des parents. Le fumeur vient, il est seul et pendant la période donc, de sevrage et c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il se réfugiait dans la cigarette pour trouver un réconfort. Nous avons eu des enfants qui, par exemple, trouvent que les parents se plaignent dès que tu rentres à la maison, c'est oui, vous avez eu devoir aujourd'hui, quelle est la note que tu as eue? Mais c'est pas possible que tu aies cette note-là. C'est pas possible. Et c'est toujours des cris quand ils viennent à la maison et jamais papa ne demande est-ce que tu n'as pas eu faim à l'école? Est-ce que tu as eu à manger? Comment tu te sens? Il n'y a pas cette expression de l'amour paternel le plus souvent et maternel aussi. Ce qui fait que l'enfant cherche un refuge affectif, en quelque sorte. Abandonné. Voilà, il se sent abandonné à la maison et il sort. Ses amis disent qu'est-ce que tu te sens pas bien? Tiens ça peut t'aider. Et puis ils restent ensemble et ils se réfugient dans ça. Et des enfants comme ça, nous essayons de nous entretenir avec les parents pour stimuler l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour aussi des frères et sœurs, puisque souvent les garçons seuls, les uniques garçons, comment dire, les seuls garçons dans la famille et les autres sont des sœurs. L'unique garçon et ça pose pas mal de problèmes psychologiques. Et ça nous oblige, nous, à nous infiltrer dans la vie familiale par moment pour apporter des conseils et trouver des soutiens pour que l'enfant réussisse son sevrage tabagique. Et quelle est la situation du sevrage tabagique au niveau du Burkina Faso? Vous pensez que pour le bilan, il est satisfaisant? Le bilan est satisfaisant à notre niveau depuis 2017 que nous avons commencé, un peu plus de presque 1600 patients que nous avons reçus. Nous avons 19% de taux d'arrêt. C'est déjà pas mal pour nous, nous trouvons que c'est déjà bien. C'est vrai qu'on a 40% qui ne reviennent pas, des perdus de vue. Ils ont commencé le suivi, ils ne sont pas allés jusqu'à 12 mois, disparaissent au bout du 3e mois. Là, vous ne savez pas ce qu'ils sont devenus? On a essayé l'année dernière de les appeler quand même au téléphone pour savoir. La majorité, 60%, avait arrêté, mais ne jugeait pas utile de venir nous dire.
Donc nous ne pouvons pas comptabiliser malheureusement cela. Bon, on a fait le contact téléphonique, ça ne suffit pas, mais on a su quand même que 60% avaient déjà arrêté. On sait que les autres ont diminué la consommation de près de 50%, mais continuent à consommer, ce qui n'est pas notre objectif. L'objectif étant que ces personnes arrêtent. Donc déjà, quand même 19% d'arrêt, c'est pas mal. Et ça nous exhorte et ça nous encourage aussi à poursuivre et à étendre. Déjà avec le ministère de la Santé, on a des directives nationales qui existent pour le sevrage tabagique. On a des modules de formation qui existent. Il reste que la volonté politique pour lancer le processus pour que dans la plupart des directions régionales de la santé, on puisse former les agents de santé et offrir cette aide de sevrage tabagique à tous les patients du Burkina Faso. Chaque 31 mai est commémorée la journée sans tabac Exact. au niveau mondial. Exact. Et cette année, elle est placée sous le thème « Cultivons des aliments, pas du tabac ». Alors, pourquoi d'abord une journée sans tabac? Il faut dire que c'est l'OMS qui a eu l'idée de créer cette journée et de célébrer cette journée. La première journée, on l'a célébrée le 7 avril 1987. Et c'est après cela qu'il a été décidé que tous les 31 mai de chaque année, on puisse célébrer la journée mondiale sans tabac. Une manière aussi d'interpeller les populations, d'interpeller les politiques, les gouvernants sur les dangers liés au tabac, parce que vous l'avez dit, 8 millions de décès, c'est la première cause de mortalité évitable, parce qu'on n'est pas obligé de consommer du tabac, et si les gens n'en consommaient pas, 8 millions allaient en vivre. Et au Burkina, 4800 par an, c'est quand même beaucoup. Et si rien n'est fait, d'ici 2037, on nous annonce que ce sera 18 600 décès par an. 18 000 par an. 18 600 par an. Au niveau du Burkina. Au niveau du Burkina Faso. Donc il faut que quelque chose soit fait. Et cette journée est l'occasion d'interpeller tout un chacun pour que les gens s'engagent à leur niveau personnel, de ne pas fumer d'une part, de décourager la consommation des autres personnes autour d'eux et de s'engager dans la lutte contre la consommation du tabac, et que les autorités politiques et administratives fassent quelque chose, puisqu'il y a des lois qui doivent être votées et appliquées aussi. Je reviens toujours au thème, cultivons des aliments, pas du tabac. Qu'en est-il de la culture donc, du tabac? Est-ce qu'au Burkina, on cultive le tabac? Oui, on cultive le tabac au Burkina, même si ce n'est pas à une échelle assez industrielle, mais vous voyez que sur le plan domestique, on cultive autour des maisons pour sécher les feuilles et avoir le tabac sous forme de poudre là, que nos mamans utilisent pour chiquer un peu et vendre dans le marché. Donc il y a cette culture qui est là. C'est vrai que certaines structures qui sont dans le tabac... Et c'est pas réprimé par la loi? C'est réglementé par la loi, mais malheureusement la loi n'est pas appliquée. C'est ça le vrai problème. Cette loi numéro 40 de 2010 AN du 25 novembre 2010 qui a été déjà adoptée, il n'y a que 4 décrets d'application et malheureusement on n'arrive même pas à appliquer les 4 décrets, et à l'intérieur il y a d'autres articles qui doivent bénéficier de décrets d'application, mais cette loi malheureusement... La loi va jusqu'à interdire la culture du tabac? Jusqu'à interdire la culture du tabac. On encadre la culture du tabac essentiellement, et on encadre l'importation, on encadre aussi la vente du tabac, mais vous n'avez pas de décret d'application qui vous permette cela jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, pour ce qui est cultivé au niveau du Burkina Faso, est-ce qu'il y a plusieurs types de tabac, ou bien c'est la même plante qui est cultivée? Non, c'est la même plante, c'est Nicotiana tabacum que nous avons ici au Burkina Faso. C'est d'ailleurs cette même plante qui est utilisée un peu plus partout dans le monde, puisque le tabac avait été découvert avec l'arrivée de Christophe Colomb aux États-Unis, en Amérique, et puis ça a été introduit dans les cours royales en Europe, en Espagne, puis en France. Mais c'est le même genre qui est cultivé un peu partout. Et est-ce qu'au cours donc, de cette journée, il est recommandé aux fumeurs de ne pas fumer? On encourage les fumeurs de quand même faire un jour de jeûne, je veux dire comme ça, même si ce n'est pas un sevrage. En tout cas, pendant toute une journée,
de ne pas consommer du tabac. Nous allons lancer la semaine sans tabac au niveau de l'hôpital Yalgado, mais nous espérons dans les années à venir lancer aussi des périodes de mois sans tabac, tout un mois sans tabac. C'est beaucoup plus dur pour les fumeurs C'est qui dur, sont dépendants. C'est dur sans accompagnement, mais je crois que nous pouvons accompagner les gens parce que déjà le ministère de la Santé avec l'OMS, il y avait une assistance par téléphone, par SMS, c'est le M-sevrage, c'était possible de bénéficier aussi d'un accompagnement même à distance. Et qu'est-ce que ce numéro il est devenu? C'est géré par le ministère de la Santé et à notre niveau, nous n'avons pas. J'avais essayé d'avoir quelques informations pour en parler éventuellement, mais je n'ai pas eu accès aux informations, donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Certainement, ça marche toujours, mais quel résultat on a aujourd'hui, je ne sais pas. Et la culture donc du tabac, ça nuit à la santé. Ensuite, quels sont vraiment les objectifs qui sont poursuivis à travers cette journée-là? Est-ce que le fait de ne pas fumer une journée, rien qu'une journée, ça a vraiment de l'incidence sur la santé des fumeurs? Ça a de l'incidence sur la santé du fumeur parce que ça permet aux fumeurs de s'auto-évaluer et surtout évaluer sa dépendance. Ça permet à certains fumeurs de se rendre compte, comme un m'a dit, ah, mais au fond, je peux passer une journée sans fumer. Donc c'est possible d'arrêter. Donc vous voyez que ça peut préparer le fumeur à arrêter sa consommation. Mais c'est vrai qu'une seule journée ne suffit pas s'il faut retomber encore dedans, mais ça permet de réfléchir, de prendre des décisions et d'entrer dans un processus d'arrêt de consommation. Alors, sevrage tabagique et femmes enceintes, comment ça se passe? On n'a pas encore des études un peu ici. Nous avons essayé de lancer une étude. Mais est-ce que vous avez eu des patientes enceintes qui ont voulu arrêter de fumer? On a eu des patientes qui sont venues parce que justement elles sont enceintes. Elles ont demandé qu'on puisse les accompagner dans le sevrage tabagique. Malheureusement, de mon expérience, celles qui sont venues, dès qu'elles ont fini d'accoucher, elles ont repris la consommation donc, du tabac. C'est difficile. C'est difficile, disent-elles, mais c'est possible d'arrêter. Et nous sommes en négociation, je vais dire comme ça, pour introduire le module d'enseignement du tabagisme pour les médecins qui se spécialisent en gynécologie et en obstétrique, afin de voir comment nous pouvons intégrer, lors des consultations prénatales, le dépistage de la consommation du tabac et la proposition aussi de sevrage tabagique. Le tabagisme chez les femmes, c'est souvent un peu nié, où les gens n'y croient vraiment pas. Même certains médecins, gynécologues, obstétriciens nous disent qu'ils ne croient pas, alors que nous venons des femmes qui viennent, même si leur nombre est faible. Je cite toujours cette dame qui est venue et qui fumait en un jour 20 cigarettes en 1 heure. C'est-à-dire que... Une femme enceinte? Non, elle n'est pas enceinte. Mais déjà, il faut que la femme fume avant. Parce qu'il y a peu qui commencent à fumer quand elles sont enceintes. Mais elles fument habituellement parce que le mari fume ou le copain fume. Donc, elles commencent par tirer une cigarette. Puis après, pendant qu'ils sont ensemble, suivant des instants, ils fument ensemble. Et cette dame, je crois qu'elle fumait un paquet par jour, mais personne ne savait dans son entourage qu'elle fumait, puisqu'elle rentre dans sa chambre, elle s'enferme, et à la descente du soir, elle finit ses 20 cigarettes, et puis ensuite elle... Il n'y a pas d'odeur sur elle. Elle prend les précautions nécessaires pour embaumer un peu la bouche, aérer la chambre, et puis elle sort. Mais personne ne savait. C'est quand, au cours justement d'une émission comme celle-ci, qu'elle s'est rendue compte que ça peut être vraiment néfaste et est devenue pour être délivrée. Et en parlant de la bouche, est-ce que après le sevrage tabagique, les dents qui avaient donc qui étaient jaunies, est-ce qu'on peut retrouver donc la texture d'avant? L'organisme va tenter de récupérer ce qui peut être récupéré. Ça, c'est toujours comme ça. C'est le bénéfice de notre organisme, enfin, la capacité intrinsèque qu'il y a dans notre organisme. Donc, c'est pas que les dents vont devenir toutes blanches après. Mais même demander aux fumeurs, toujours, dès qu'ils arrêtent, le goût revient très rapidement, en 72 heures. L'odorat, même en 48 heures, commence à sentir que la cuisine de madame
est agréable en quelque sorte parce que les cils qui étaient flambés à chaque bouffée, les cils qui sont sur les muqueuses respiratoires et au niveau du nez, dès qu'on arrête, ces cils repoussent en quelque sorte et les cellules qui sont en dessous, les cellules caliciformes qui produisent du mucus, commencent déjà à bien travailler. Et donc, la personne sent les odeurs, les bonnes et les moins bonnes, et a du goût pour l'appétit. Et certains disent qu'ils grossissent, mais en réalité, au fond, tout le monde ne grossit pas. Ceux qui arrêtent de consommer, c'est 30% Parce qui qu'il y en a grossissent. qui évoquent aussi le fait qu'ils fument parce qu'en fumant, ça fait maigrir à ce qui paraît. Pour certaines personnes, ça fait maigrir. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a une hormone qu'on appelle la leptine qui entre en jeu, mais ce n'est pas pour tout le monde que ça fait maigrir. Hein. Et il suffit simplement d'avoir un régime alimentaire adéquat avec des activités physiques pour maigrir. On n'a pas besoin de s'intoxiquer pour maigrir, mais on peut, en ayant une hygiène de vie saine, on peut vraiment perdre du poids et avoir le poids qu'on souhaiterait avoir en fonction de son propre, gabarit. Avant de passer à la dernière rubrique de l'émission, nous allons nous rendre du côté de la régie pour suivre un témoignage sur le sevrage tabagique. Apparemment, j'ai commencé à fumer dans les années 78. Autour de 17, 16, au lycée déjà, quoi. Là, c'était la tendre enfance. À l'âge de 17-18, au lycée, c'était un phénomène de mode. On fumait seulement pour impressionner. Et quand on fumait, on se sentait encore plus garçon, plus viril. Tout le groupe fumait, les jeunes du quartier, et surtout ceux qui exerçaient déjà dans les professions libérales, qui étaient de notre âge, qui fumaient. Ça nous impressionnait et on les imitait. Et ça continuait comme ça jusqu'à l'âge adulte. J'ai fumé jusqu'en 2012. En 2012, j'ai pu arrêter. J'ai pu arrêter au moins faire près d'une année. Non, ça c'était... j'étais dans un environnement qui ne me permettait pas de fumer. Parce qu'il fallait sortir hors du bâtiment. Donc ça fait qu'il y avait tellement de contraintes qu'il m'a dit, finalement, qu'est-ce que je cherche ? C'est mieux d'arrêter. Et j'étais avec des collègues d'autres pays. Donc ça fait que... les règles même dans les dortoirs étaient strictes, de telle sorte que... finalement, sous la contrainte, j'ai dû abandonner carrément. C'était pas simple en tout cas. Mais comme ça durait au moins 3 mois, ça passait. Les angoisses, le stress. Ça fait que de retour au pays, en tout cas, j'ai recommencé encore à fumer un peu. Et quelque temps après, je me suis senti obligé de venir au centre de sevrage, demander conseil et puis un suivi. Heureusement que j'ai été bien reçu, bien accompagné. On m'a même donné 6 bulletins d'examen au moins à faire. Des examens de sang, du cœur, un électrocardiogramme. Et au bout, quand j'ai fini les 6 examens, je suis revenu au moins leur voir. Ils ont reçu. Et ce qu'ils ont juste trouvé, c'est de me dire de diminuer un peu la consommation du sel et du sucre. Et 2 mois après, de refaire les mêmes examens et de revenir qu'on allait faire une comparaison, voir. Mais depuis ce temps, vraiment ça va. Ça va beaucoup. Je me sens en tout cas de mieux en mieux. Quand je fumais, c'était pas simple. Quant aux marques de cigarettes, changer au goût. Il y a souvent des marques qui quelque temps après n'existent plus. On était obligé de changer de marque. On a commencé de 5 cigarettes par jour jusqu'au paquet par jour.
Mais Dieu merci, j'ai jamais dépassé le paquet par jour. J'ai jamais dépassé le paquet par jour. Bon, de telle sorte que actuellement, ce qui m'a contraint d'arrêter, en fait, c'est quand je fumais, quand je prenais comme ça un bâton de cigarette, j'avais des difficultés carrément à terminer le seul bâton. Ça me donnait de OK. À chaque fois, j'étais obligé. Je pouvais éteindre le bâton de cigarette là au moins 3 fois. Et finalement, je me suis dit, bon, actuellement, je crois que c'est ton organisme qui refuse, c'est mieux de laisser tomber. Et j'ai effectivement fait une violence sur moi-même. J'ai fait une journée sans fumer, bon, 2 jours, et puis bon, je sentais quand même que j'étais capable. Mais maintenant, compte tenu de ces aspects, j'avais des brûlures aux gorges. Bon, souvent la nuit, quand je dors, bon, avec des bouffées de chaleur, bon, je me réveille en pleine nuit, je ne comprends rien. Bon, j'avais des maux de cœur, je dis, bon, ça je ne touchais pas. Et ça, je me suis dit, bon, c'est mieux de venir au centre de sevrage. Ben, donc je me suis dit, je me suis renseigné vraiment de l'emplacement et je suis venu. Heureusement, bon, j'ai eu une oreille attentive, ils m'ont bien reçu. Bon, et ils m'ont dit, déjà le fait que j'ai arrêté, j'ai dit, bon, c'est mieux que je vienne, bon, pour voir. Bon, généralement après, bon, qu'on ne dise pas que tu aurais dû venir, bon, mais c'est la maladie a pris un temps et puis chose. Bon, donc on m'a donné 6 bulletins d'examen que je suis allé faire. Et au résultat, j'étais vraiment soulagé et je me suis dit, bon, c'est une opportunité à jamais de continuer comme ça. Et jusque-là, moi, je ne fume plus. Énormément, ça dérangeait. Bon, surtout, oui, madame, même les enfants. Et à chaque fois, on vous répète, vous sentez vraiment la cigarette. Même après la douche, tu sors, on te dit que tu sens la cigarette. Ça, vraiment, c'est pas simple. Et j'ai dû comprendre combien la famille a souffert en tout cas de ça. Bon, Dieu merci vraiment, c'est un passé derrière moi. Il fut des moments où bon, j'étais obligé de me fixer même des règles. Bon, je ne fume pas au salon, bon, je ne fume pas dans la chambre. Bon, si je veux fumer, bon, je suis obligé de sortir fumer. Maintenant, vraiment, c'est pas simple. Je sais que ça dérange et bon, semble-t-il que l'entourage du fumeur, même s'il ne fume pas directement, bon, c'est comme si ces personnes aussi fumaient comme toi. L'effet de la cigarette. Lorsque je suis venu demander conseil au centre de sevrage, bon, que j'ai vu des brochures sur la cigarette, la composition de la cigarette, alors que pour nous, à notre entendement, bon, c'était le goudron, la nicotine et puis bon, c'est tout. Mais là, on voit qu'il y a du formol, il y a du quoi, non, du n'importe quoi. Mais si c'est pas parce que je suis venu et j'ai vu les brochures ici, là, bon, je pense que le commun de mortel dehors ne connaît pas ça. Hein? Non. Et je pense que on devrait beaucoup au moins faire la sensibilisation, partager au moins ces brochures-là dans les établissements. Ça va aider beaucoup, surtout certaines personnes, à cesser de fumer. Oui, bon, les différents bulletins d'examen m'ont coûté en tout cas près de 70 000 et quelques. Bon, ce n'est pas le coût seulement le problème. Par jour, je ne pouvais qu'exécuter 2 bulletins d'examen. Et à chaque fois, on me dit de revenir à 16h, de revenir à 14h pour les résultats. Bon, c'était vraiment contraire. Et je me suis dit, bon, c'est moi-même qui dépense mon argent pour venir me fatiguer tout le temps. J'étais obligé de passer toute la journée dehors. Si je sors le matin pour les examens, je ne rentre que vers 18h, 17h. Je dis, non, ça ne peut plus continuer comme ça.
Oui. C'est pénible, le temps d'attente des résultats. Je loge vers Cambouin-Saint. S'il faut revenir vers le centre-ville, 14 heures, revenir à 16 heures pour un autre résultat, là, c'était pratiquement impossible. C'est le mode d'emploi au début que je n'ai pas compris. Je mâchais ça comme de chewing-gum et quand j'avale, c'est comme si j'avais fumé au moins un paquet de cigarettes. Ça me donnait des vertiges. Et quand je suis revenu, c'est là où on m'a dit non, on n'avale pas. On n'avale pas la salive. Et on ne mâche pas. Ouais. On met ça seulement sur le haut des gencives. Et puis, ça vous aide à faire passer l'envie de fumer. Effectivement. J'ai pris une plaquette. J'ai acheté ça à 7000. Une plaquette avec 3 paquets de sparadrap là. Ouais. Mais même la seule plaquette que j'ai prise, actuellement, elle n'est même pas finie. Ouais. De moins en moins. À présent, nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission consacrée à la nutrition. Alors, comment donc manger pour mieux se porter? Mais cette rubrique sera en lien avec le thème, à savoir le sevrage tabagique. Alors, professeur, qu'est-ce que le fumeur qui veut arrêter de fumer doit consommer? Il doit éviter les viandes rouges, parce que déjà, quand vous voyez les fumeurs, ils aiment les viandes rouges avec beaucoup de piment. Puisque, au fond, au niveau des papilles gustatives, au niveau de l'odorat, tout a un peu changé. Donc, c'est des gens qui aiment beaucoup plus la viande rouge avec du piment. Il faut éviter la viande rouge. Il faut préférer les légumes. On va rejoindre un peu certains tableaux. Il faut préférer les légumes et les fruits et l'eau. Et l'eau. Boire suffisamment d'eau. Pendant le sevrage tabagique, il faut boire beaucoup d'eau parce que la nicotine est soluble dans l'eau en quelque sorte et vous allez donc laver votre organisme, j'utilise ce terme pour me faire comprendre, vous allez laver votre organisme de la nicotine. Il faut grosso modo manger vraiment comme un roi le matin, en évitant évidemment les charcuteries, la viande rouge. Vous mangez suffisamment le matin et à midi, vous faites un repas beaucoup plus princier, je vais dire, avec quelques céréales et toujours des fruits, des légumes et de l'eau. Et le soir, vraiment, rien que des légumes le soir, simplement avec de l'eau et puis un bon fruit. Cela est suffisant pendant la période. Sans la mayonnaise, on va dire. Non, sans la mayonnaise. Sans la mayonnaise, les légumes, vous faites simplement du vinaigre avec de l'huile. Ça suffit déjà. Et vous savez que souvent, prendre les légumes, simplement, peut-être mettez un peu de sel. Vous allez découvrir ces saveurs naturelles qu'il y a dans les légumes que malheureusement nous couvrons avec tout ce que nous mettons comme ingrédients, etc. Mais déjà, prendre une crudité sans rien ajouter, vous allez découvrir ces saveurs et permettre donc à tout ce qui est utile dans ces crudités-là de diffuser dans votre organisme. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des décideurs? Vraiment, si nos décideurs peuvent nous entendre, c'est notre cri de cœur chaque année. Il faudra qu'on revoie la loi, pas celle qui est en vigueur déjà, qu'on réexamine la loi et qu'on puisse prendre des décrets d'application de la loi vraiment le plus vite possible et protéger les jeunes qui constituent notre espoir de demain. Quand vous voyez les manifestations qui se font au jour d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a plus de jeunes et ils sont engagés pour un Burkina meilleur.
il est bon qu'on le garde en bonne santé et vraiment rendre le tabac inaccessible géographiquement, inaccessible financièrement. Hein, je parle de monter des taxes pour les prix des cigarettes. De façon, oui, et puis réduire autant que possible l'importation, réduire la fabrication au niveau national. Je crois que c'est ce que nous attendons des autorités, que la loi soit plus ferme pour la santé des Burkinabés. C'est une question de santé, de bien-être de la population. Ce n'est pas une question économique, hein, et c'est une question vraiment de bien-être de la population. Et aussi qu'au niveau du ministère de la Santé, on facilite l'accès aux substituts nicotiniques et qu'on baisse les coûts, hein, et que ça puisse être accessible dans les hôpitaux, que les hôpitaux puissent en avoir la possibilité d'en commander à un coût accessible à toute la population, et que le ministère de la Santé lance quand même un programme de formation des agents de santé spécifiquement, pour que dans au moins chaque CHR, il y ait une unité qui peut proposer le sevrage tabagique. On n'a pas beaucoup de CHR, hein, donc dans chaque CHR, dans chaque CHU, si on peut en avoir, je crois que ce serait bien pour le bien-être de nos populations. Et mon cri de cœur à l'endroit de nos autorités est qu'elles peuvent faire quelque chose pour qu'on n'ait plus ces milliers de décès liés donc à la consommation de tabac et des autres drogues, parce qu'on n'a pas parlé de la chicha, mais la chicha est en train de créer des dégâts. On s'était réjoui quand le maire de Ouagadougou avait interdit la vente et la consommation de la chicha dans la ville de Ouagadougou, mais tout ça c'est parti. Les gens ont repris leurs habitudes et on avait vu l'efficacité de cette mesure. Donc quelque chose peut être fait, que dis-je, quelque chose doit être fait par nos autorités pour que les jeunes soient moins exposés à la consommation du tabac. Et quels conseils donc vous avez à lancer à l'endroit des populations? Vous avez parlé des jeunes, notamment les jeunes. Je me dis que c'est essentiellement donc les clients, ceux qui fréquentent donc le centre de sevrage. Et donc quel message? Tous les jeunes. L'industrie du tabac, c'est la seule industrie qui pense à renouveler ses consommateurs, puisqu'elle sait que ceux qui consomment vont mourir. Donc, elle va pousser les jeunes à commencer aussi pour maintenir, je dirais, le nombre de consommateurs plus ou moins constant. Mon appel est que les jeunes ne se lancent pas. Il n'y a rien de bien dans le tabac, donc ne commencez pas à consommer. Et si vous avez commencé à consommer, vous pouvez décider d'arrêter. Et nous sommes là pour vous accompagner. Si vous voulez arrêter, venez nous voir à Yalgado. Nous allons vous accompagner et vous aider, parce qu'on peut vivre bien sans tabac. Parce que si le tabac était nécessaire, le Créateur allait prévoir un moyen donc d'éliminer ce tabac sans que ça ne fasse des dégâts, comme il a prévu un moyen pour que nous éliminons les aliments que nous mangeons. Nous prenons ce qui est bien et 24-48 heures, nous allons rejeter dans un lieu secret. Il aurait pu prévoir quelque chose aussi pour le tabac. Il ne l'a pas fait, donc ce n'est pas nécessaire de consommer. Ne consommez pas, arrêtez de consommer du tabac. Alors, nous sommes au terme de ce numéro consacré au sevrage tabagique et nous disons merci à notre invité qui a fait le déplacement ici au niveau du studio de la télévision Impact TV, le professeur Georges Ouedraogo. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous rappelons que notre invité, le professeur Georges Ouedraogo, est pneumologue. Il est également tabacologue, précisément au service de pneumologie du CHU Yalgado Ouedraogo et coordonnateur de l'unité de sevrage tabagique. Sur ce, nous disons également merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Nous vous disons merci à vous également qui êtes restés à notre compagnie. Nous vous disons au revoir, mais en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé.